Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau décor de présentation des journaux télévisés, nouveau décor promis et réalisé par la Direction Générale de la RTI. Nous sommes ensemble pour une demi-heure, le temps de parcourir l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Mais tout d'abord, les titres de ce 20h. Ouverture ce matin ici à Abidjan du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. À l'ordre du jour, la situation financière de l'Union, le renforcement du processus d'intégration. L'Afrique est le continent le moins éclairé dans le monde. Selon les statistiques d'organisations internationales, en Côte d'Ivoire, le taux de couverture en électricité est de 78%. Pour faciliter l'accès de la population à la lumière, la Banque mondiale vient d'approuver un crédit de 195 milliards de francs CFA. Des dossiers dans ce 20h, la Côte d'Ivoire qui gagne, des champions nationaux qui vendent l'expertise ivoirienne à l'extérieur, l'exemple du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. Dans ce jour-là, nous irons en France où la campagne du premier tour pour les 11 candidats à la présidentielle s'est ouverte ce lundi. Voilà, commençons par les travaux du sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, sommet tenu ce lundi en présence des chefs d'État des pays membres, invités par le président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de l'Union. Ensemble, ils ont abordé les questions liées au processus d'intégration ainsi que les aspects politiques et sécuritaires. Il a été aussi question de la désignation d'un nouveau président de la commission de l'UEMOA, Viviane Agnimer. Signe de leur volonté de faire avancer la construction du marché commun et l'espace communautaire propre aux 8 pays d'Afrique de l'Ouest et en partage de francs CFA, le sommet extraordinaire d'Abidjan, convoqué par le président en exercice de l'UEMOA, le président Alassane Ouattara, a enregistré la présence des 8 chefs d'État des pays membres. Une belle mobilisation car l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, fait désormais la fierté de ses membres. Au plan économique, malgré un contexte international difficile, les performances de l'Union se sont améliorées. Le taux de croissance est estimé à 6,8% en 2016 après 6,6% en 2015. Les efforts d'investissement en infrastructures engagés par les États membres de l'Union dans le cadre de leur plan stratégique de développement se sont intensifiés à la faveur d'une mobilisation accrue de ressources internes et extérieures. Le sommet extraordinaire d'Abidjan, convoqué ce lundi 10 avril par le président en exercice, le chef de l'État ivoirien, a inscrit à son ordre du jour des sujets préoccupants comme la menace terroriste dans la sous-région ouest-africaine et aussi l'intégration économique et monétaire. Au plan sécuritaire, en dépit des efforts déployés par l'Union et nos pays respectifs, la situation demeure préoccupante dans la sous-région. Elle est marquée par la recrudescence d'actes terroristes, d'enlèvements et autres crimes perpétrés par des groupes armés non étatiques dont la seule volonté est de s'aimer la peur et le chaos. Face à ces menaces devenues malheureusement permanentes, il est urgent d'intensifier la mise en œuvre du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, adopté le 5 juin 2016 à Dakar. Et à cet égard, je voudrais, en votre nom à tous, saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité sous le leadership de notre frère, le président Macky Sall. Les bonnes performances économiques de notre Union ne doivent pas occulter les défis auxquels nous sommes confrontés. Ces défis concernent, outre la menace sécuritaire déjà mentionnée, la baisse de la demande en provenance des économies émergentes, la baisse des cours des principaux produits de base et, comme indiqué par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la baisse de la liquidité bancaire et le recul des réserves de change. Autant de centres d'intérêt, mais qui ne font pas oublier que la particularité de ce sommet extraordinaire d'Abidjan reste la désignation du nouveau président de la commission de l'UEMOA.
Sachez que l'UEMOA couvre une superficie de plus de 3 500 000 mètres carrés et compte 112 millions d'habitants. Le taux de croissance du PIB, à prix constant, était de 7% en 2016. Les pays de l'UEMOA sont liés par l'usage d'une monnaie commune, le franc en CFA. Les travaux de cette session extraordinaire ont pris fin ce soir, travaux au cours desquels le candidat du Niger a été désigné nouveau président de la commission de l'UEMOA. Jérôme Kofi Aboulin a suivi la cérémonie de clôture. Fini la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui s'est tenue ce lundi 10 avril 2017. Rencontre au cours de laquelle la question sécuritaire a occupé une place de choix. Sur ce sujet, le président de la République, Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, a demandé que l'on mette l'accent au sein de l'Union sur la mutualisation des moyens pour prévenir la menace terroriste. Nous avons échangé sur les progrès importants réalisés dans notre espace commun, qui a affecté en 2016 un taux de croissance de 6,8%, soit 4 fois le taux moyen au niveau de l'Afrique subsaharienne, qui n'était que de 1,6%. Nous avons cependant noté les défis sécuritaires et économiques de notre Union. Et les chefs d'État, en conséquence, ont décidé de renforcer la coopération en vue de mutualiser les moyens pour lutter contre le terrorisme. Le chef de l'État ivoirien, se soumettant par la suite aux questions des journalistes, a rassuré sur la situation du franc CFA pour faire taire certaines rumeurs. Pour le président Alassane Ouattara, le franc CFA dans l'ensemble des pays membres de l'UEMOA se porte bien. À l'issue de nos entretiens au niveau des chefs d'État, nous avons constaté que notre monnaie se porte bien. La zone UEMOA a des réserves de change qui représentent plus de 5 mois d'importation, alors que, en général, la règle retenue dans le monde entier est d'environ de 3 mois d'importation. Donc il faudrait que toutes les informations sur la solidité et la pérennité de notre monnaie soient bien expliquées. Cette zone est bien gérée, les ressources en devises sont importantes, les politiques macroéconomiques sont bien tenues, la croissance économique est forte, 4 fois la moyenne sur le continent africain, 6,8%, comme je l'ai dit, par rapport à 1,6% pour la moyenne du continent. Le taux d'inflation est maîtrisé, moins de 2%, les déficits budgétaires également, et bien sûr la dette extérieure fait l'objet de toutes les attentions. Je voudrais donc rassurer les uns et les autres, et notamment nos populations, que notre monnaie est saine et elle est de bonnes mains. Le communiqué final qui a sanctionné la fin des travaux a été lu par le président sortant de la commission de l'UEMOA, Cheikh Agibou Soumaré. Il a révélé le nom de son successeur en la personne de Abdallah Bourihima, le candidat du Niger. Le communiqué a fait également état de l'hommage rendu à la Côte d'Ivoire pour la réussite du référendum en vue de l'avènement de la Troisième République ivoirienne et les élections législatives. Il a aussi attiré l'attention des dirigeants de l'UEMOA sur les finances business pour faire allusion en Côte d'Ivoire à l'agrobusiness afin que la vigilance soit de mise face aux velléités d'arnaque. Jérôme Kofi Aboulin l'a dit, ce sommet extraordinaire de l'UEMOA a été sanctionné par un communiqué final, communiqué rendu public à la fin du sommet par Agibou Soumaré, que je vous invite à écouter. La conférence apprécie les initiatives prises par la Banque centrale aux fins de l'élargissement de la gamme des produits pour le financement des économies de l'espace communautaire à travers la promotion du crédit bail, du capital investissement, de la finance islamique et de la facturage. Elle invite les États membres à diligenter la transposition dans leur ordre juridique interne de la loi uniforme sur le crédit bail dans l'Union. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris connaissance des actions engagées par la Banque centrale
pour la mise en place d'une autorité de résolution de crise bancaire et l'alignement du dispositif prudentiel de l'Union sur les standards internationaux, à travers l'implémentation des dispositions de Bâle II et Bâle III. Il l'encourage à poursuivre les efforts engagés en vue de la consolidation de la stabilité financière dans l'Union. L'un des enjeux de ce sommet qui a réuni les 8 chefs d'État de l'Union était la désignation des nouveaux présidents de la Commission et le choix s'est porté sur Abdallah Boureima du Niger, ses premiers mots face à la presse nationale et internationale. Je suis honoré et flatté d'avoir été nommé à la tête de notre institution pour continuer à servir notre région. Nous allons nous revoir et nous entretenir plus longuement dans d'autres conditions pour que les décisions que les chefs d'État ont prises ce matin, nous puissions en faire le déroulé et vous dire comment est-ce que nous comptons honorer cette nouvelle feuille de route dessinée par les chefs d'État. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce sommet extraordinaire de l'UEMOA tenu ce lundi sur invitation du président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de l'Union. Investir en Côte d'Ivoire, c'est le thème de la 9e conférence panafricaine initiée par la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cette conférence officiellement ouverte ce matin en présence de la Première Dame, Dominique Ouattara, et du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, sera l'occasion pour les 54 sociétés nationales africaines de la Croix-Rouge de réfléchir ensemble sur les priorités humanitaires du continent. Je vous l'annonçais dans les titres, l'Afrique est le continent le moins illuminé dans le monde selon des statistiques d'organisations internationales. Et ici en Côte d'Ivoire, le taux de couverture en électricité est de 78%, mais peu de personnes accèdent au réseau électrique. Et pour faciliter l'accès de la population à la lumière, la Banque mondiale vient d'approuver un crédit de 195 milliards de francs CFA au gouvernement ivoirien. Koné Adama nous en parle. Ces chiffres jettent la lumière sur les contraintes liées à l'accès à l'électricité en Côte d'Ivoire. Alors que le taux de couverture en électricité est de 78%, seulement 29% de la population dispose de ce service. Traduction, l'électricité est disponible, mais une grande partie de la population des localités desservies n'est pas raccordée. Éclairée par cette situation, la Banque mondiale apporte son appui au gouvernement ivoirien dans sa politique énergétique à 3 vitesses. Produire de l'énergie suffisante, fournir de l'énergie de qualité et proposer de l'énergie bon marché. La Banque mondiale accorde donc un crédit de 325 millions de dollars, soit 195 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, pour la réalisation du projet de transport, de distribution et d'accès à l'électricité. Concrètement, le projet financera les investissements prioritaires pour améliorer l'approvisionnement électrique, ce qui permettra à environ 1 million de foyers à faible revenu d'accéder à l'électricité d'ici 5 ans. Pour ces ménages, les frais initiaux de raccordement seront pris en charge. Du coût de 100 000 francs CFA, ces frais passeront à 1 000 francs CFA, de quoi illuminer le visage de la population cible. Allons maintenant à la découverte du Solar Park. Le sac d'école fait office de lampe pour les études du soir. Solar Park, c'est l'invention d'Évariste Akomian, un jeune Ivoirien de 35 ans. Ce sac solaire, simple et pratique, séduit les enfants des zones rurales non électrifiées. Christelle Menant nous invite tous à découvrir cette invention. 1 m sur 9 de panneaux solaires, une batterie et une lampe LED. Le tout fixé sur un sac d'école. C'est l'invention qui révolutionne la vie scolaire de centaines d'enfants en Côte d'Ivoire. Environ 400 écoliers pour le moment. Certains d'entre eux vivent à Kouloukro, dans la sous-préfecture de Songon, à 16 km d'Abidjan. Ici, le cartable solaire fait partie du quotidien des élèves depuis 1 an. Comment ça l'utiliser? L'intérêt de SolarPack se révèle la nuit tombée. L'énergie solaire emmagasinée la journée alimente la lampe et permet à Morel, élève en classe de CM1, d'étudier le soir.
Dans mon cahier, je vois au fait ce que vous allez faire au juste. Vous allez faire conjugaison, vous allez faire orthographe. 3 heures de lumière qui font toute la différence dans ses résultats scolaires. Avant, il avait 4, 5 de moyenne. Et actuellement, il a 6 de moyenne. Bon, fait 7 de moyenne, en tout cas. C'est appréciable. Si Morel n'utilise plus de torches ou de lampes tempête pour l'étude du soir, c'est grâce à ce jeune Ivoirien de 35 ans, Évariste Akoumian, l'inventeur du Solar Pack. Tu as les schémas ici. Tu as les dessins sur ton poste. Un projet mûri pendant 2 ans et qui a nécessité plus de 20 millions de francs CFA d'investissement sur fonds propres. Fabriqué en Chine, le Solar Pack coûte aujourd'hui 12 000 francs CFA, une somme difficile à débourser pour les parents des zones rurales. C'est donc à des institutions ou des ONG qu'Évariste vend ses sacs. Son idée séduit la Banque mondiale pour des programmes d'appui à l'éducation. Nous avons le ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire. Nous avons des institutions comme par exemple l'UNICEF, qui sont nos clients. Mais est-ce que nous avons aussi des clients à l'extérieur, comme par exemple en Haïti. Nous avons des clients en Haïti. Nous avons aussi des clients au Cameroun. Nous avons des clients, on peut dire, au Mali, Madagascar. Nous avons des clients au Congo, Kinshasa. Si les promesses de commande de la Banque mondiale sont tenues, l'entreprise fournira jusqu'à 1 million d'exemplaires de son sac solaire à l'institution bancaire. Évariste y voit l'occasion de délocaliser une partie de sa production en Côte d'Ivoire, faire coudre les sacs par des petites unités de production employant des artisans locaux. On a besoin d'une centaine de machines, de 4 grosses machines de coupe à l'ordinateur. Nous avons besoin de la machine pour faire les logos du sac. Nous avons aussi besoin de la matière première, des tissus pour la confection, tout ça qui rentre en ligne de compte déjà, pour la réalisation de l'usine en Côte d'Ivoire. Le jeune inventeur ne tarit pas d'idées et s'oriente vers d'autres versions du Solar Pack, mais cette fois-ci à destination des randonneurs et des scouts. D'ici là, Évariste fait la tournée des compétitions internationales de start-up. San Francisco, Casablanca, Paris lui déroule le tapis rouge. Le Solar Pack n'a pas fini de faire parler de lui. On en vient maintenant au dossier Le Grand Angle de ce 20h. Derrière les tours administratives, la cathédrale Saint-Paul, le pont Henri-Conan Bédier dans le district d'Abidjan et bien d'autres infrastructures, il y a un concepteur, un acteur de planification, de suivi et de contrôle. Il s'agit du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, dont l'expertise est reconnue tant au plan national qu'international depuis 2003. C'est à Cotonou, au Bénin, qu'une de nos équipes s'est rendue à la découverte des grands chantiers du BNET, une expertise internationale présentée dans ce grand angle. La Côte d'Ivoire qui gagne, envoyé spécial Christelle Menant. On l'a connue en 1978 sous le nom de Direction et contrôle des grands travaux. Depuis bientôt 40 ans, le désormais Bureau national d'études techniques et de développement a la même mission, réaliser le développement de la Côte d'Ivoire. Génie civil, agriculture, information géographique, informatique, autant de domaines dans lesquels la société d'État assure la maîtrise d'œuvre de conception ou d'exécution. Le BNET ne construit pas, mais le BNET s'assure que les entreprises qui exécutent donc des travaux travaillent conformément à leur cahier des charges. Nous avons une expertise qui est reconnue en Côte d'Ivoire et une expertise que nous pouvons donc aussi mettre à disposition d'un certain nombre de pays, donc de la sous-région. 15 pays au total, du Sénégal à la Guinée équatoriale en passant par la Centrafrique. Depuis 2003, le BNET internationalise ses activités et son expertise. C'est environ 10% de son chiffre d'affaires. C'est à Cotonou, au Bénin, que le BNET compte le plus de projets d'infrastructure. Nous nous sommes donc rendus sur les terres de Béanza. Avec ses 800 000 habitants, Cotonou, comme toutes les grandes villes africaines, voit sa population exploser au fil des années, mettant ainsi à rude épreuve les infrastructures de base qu'il faut sans cesse maintenir et déployer. La route en fait partie.
Le BNET a supervisé la construction de près de 175 km de routes dans le pays. Nous sommes ici à Wihor où on a un passage dénivelé, communément appelé par la population échangeur de Wihor. C'est le premier chantier qu'a réalisé le BNET en suivi et contrôle de travaux. Le BNET voulait marquer sa présence au Bénin pour montrer qu'en dehors des grands bureaux européens qui conduisaient les grands travaux, qu'on avait la capacité aussi en Afrique de conduire de grands travaux. Face à la concurrence, le BNET aligne 40 ans d'expérience et une palette de 600 experts. Nous avons la chance d'avoir un certain nombre de collaborateurs qui travaillent au BNET depuis longtemps sur ces questions. Ce sont des ingénieurs, d'accord, donc des formations dans les meilleures écoles donc en Côte d'Ivoire et dans le monde. Une expertise questionnée chaque fois que la société répond aux appels d'offres. Le gouvernement béninois représente 100% du chiffre d'affaires du BNET au Bénin. Et pour rester un des partenaires privilégiés du ministère béninois des Infrastructures, l'argumentaire de l'offre est construit sur 3 piliers. Le coût, la qualité et les délais. Avec BNET, nous avons toujours constaté que les prestations sont réalisées dans les délais. Il n'y a souvent pas de retard de réaction ou de retard dans les livrables. Deuxième élément, ils arrivent à gérer le budget que nous mettons à leur disposition. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur a pas confié des travaux qui ont connu de dépassement du budget. Mais quand ça va arriver, nous sommes prévenus à l'avance et on prend les dispositions pour... On n'est pas surpris. Éviter les surprises parce qu'il s'agit d'infrastructures qui engagent la survie d'un État et le bien-être de millions de personnes, notamment en matière d'électricité. Pour couvrir environ 30% des besoins en électricité du pays, le gouvernement béninois a confié au BNET le suivi et le contrôle de la construction de la centrale de Mariagleta. Actuellement à l'arrêt, c'est la deuxième du pays. Les travaux de cette centrale ont démarré en 2008 et du fait de l'entreprise, c'était pour une durée d'1 an et demi, mais nous nous sommes retrouvés à 8 ans pratiquement avant de finir. Et c'est parce que le BNET était là pour le suivi et le contrôle. Sinon, ce serait un éléphant blanc. En tant que gendarme du maître d'ouvrage, l'État béninois, le BNET était en charge de valider les plans de faisabilité. C'est la phase des études. Il y avait les études, mais en dehors des études, il faut être au pied de l'ouvrage tous les jours pour voir comment, est-ce que selon les cahiers de charge, l'ouvrage est exécuté. Puis après ça, on a supervisé les essais. 2 autres centrales thermiques vont être construites sur ce site de Mariagleta. L'appel d'offres a été lancé en 2016. Notre tournée nous conduit à 400 km de Cotonou, sur un autre chantier. Fierté du BNET au Bénin, fierté de la Côte d'Ivoire à l'international. L'aéroport de Tourou à Parakou. 3300 mètres de piste d'envol, 22 500 mètres carrés d'aires de stationnement construits pour accueillir tout type d'aéronefs. Chaussée aéronautique, bâtiments, installation des équipements, le BNET, sélectionné pour le suivi et le contrôle, a dû regarder au moindre détail. Surtout, ceux liés au respect des normes. Juste après l'exécution, avant que l'aéroport n'entre en exploitation, il faut passer à la certification. Et au cours de la certification, les experts vont vérifier si tous les paramètres et toutes les recommandations, toutes les normes techniques sont respectées. Et si c'était le cas, s'il n'y a pas un suivi permanent, on l'aurait constaté et l'aéroport ne va pas obtenir cette certification. Pendant que l'aéroport de Tourou à Parakou s'apprête à accueillir ses premiers avions, l'avenir du BNET à l'international se construit chaque jour depuis Abidjan. La vision, demeurer pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, le partenaire privilégié du développement, le pôle d'expertise à la pointe de l'art. Apprêtez-vous maintenant à décoller dans un avion piloté par une jeune fille de 20 ans et demi. Elle est ivoirienne, née en Angleterre. Jennifer Yaye est pilote formée en Afrique du Sud, si jeune, et bientôt d'énormes responsabilités parce que Jennifer a été recrutée par la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Comment ce rêve est devenu une réalité? Portrait de Jennifer Yaye rencontré par notre reporter Franck Kouadjou. Dominer le ciel aux commandes d'un avion.
Ils sont plusieurs à avoir caressé ce rêve. Jennifer, elle, a réussi à le réaliser, bien calée dans sa cabine de pilotage à plusieurs milliers de mètres d'altitude. À seulement 20 ans, cette jeune Ivoirienne est pilote. Un diplôme obtenu le 11 novembre 2016 en Afrique du Sud. Sa formation terminée, elle est à Abidjan pour de nouveaux défis. Nous la retrouvons dans le cocon familial. Être pilote de ligne a été un rêve depuis toute petite, un rêve d'enfant. C'est quelque chose qui est né par mon amour des avions, les voyages avec les parents, les vacances, regarder des documentaires à la télé. Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée. Ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'on voyageait avec ses frères et sœurs, elle voulait toujours être à la fenêtre dans l'avion. La peur du vertige qu'on n'est pas, dira Jennifer qui depuis l'enfance rêvait de grands espaces aériens. Un rêve qui prend forme après le bac en terre sud-africaine, précisément dans une école d'aviation située dans la ville de Port Alfred. On vous donne un temps optimum de 20 mois pour finir la formation, mais c'est une formation qui dépend de la météo, qui dépend de toi-même, ton progrès, qui dépend des moyens financiers. Donc la formation peut durer même plus de 2 ans. Je ne voulais pas. C'est une réaction normale de maman. C'est trop risqué, mais en plus, je ne comprenais pas réellement le cursus. Ça ne passait pas de dire on s'en va pour une formation, un coaching. Pendant 2 ans, je la trouvais trop jeune. Mais la mère finira par céder. Le bac à 16 ans à Abidjan, plus 2 années préparatoires universitaires. Sa fille part en 2015 en Afrique du Sud à l'âge de 18 ans. Dans cette école, la jeune fille bénéficie d'une formation particulière, une sorte de coaching où l'étudiant est soumis à des exercices à plusieurs niveaux de difficulté. Mais Jennifer est obstinée. Elle accumulera donc heures de vol et autres séances pratiques, des centaines d'heures de vol, des moments difficilement vécus par sa mère. Quand ton enfant te dit que maman, je m'en vais seule pendant la nuit, je serai seule dans l'avion pendant 1 heure de temps, enfin, vous imaginez tout. Mais dans sa formation, il y a eu quand même 50 heures de nuit seule. Piloter un avion, un métier à risque, mais la jeune fille dit garder la foi. Il faut avoir foi en Dieu pour qu'il te protège. C'est comme ça que j'ai réfléchi. La foi en Dieu, mais aussi en ses objectifs. Aujourd'hui, apte à exercer comme pilote de ligne, Jennifer, avec 300 heures de vol, vise encore plus haut. Atteindre le cap des 1500 heures de vol, conditionnant le déblocage de sa licence professionnelle de pilote de ligne. Un autre rêve en voie de réalisation. Jennifer vient d'être recrutée par la compagnie aérienne nationale. Fierté et mérite reconnus car récemment reçue par le ministre des Transports lors de la journée de la femme le 8 mars dernier. Jennifer Yaye, jeune pilote comme le Gabonais de 20 ans Kevin Kombila ou encore le Français Henri Rocheteau, breveté à 15 ans, des exemples de réussite comme quoi il suffit de peu pour prendre son envol. Voilà, il nous faut des centaines de Jennifer ici en Côte d'Ivoire. Nous allons donc maintenant atterrir en France où la campagne officielle du premier tour pour les 11 candidats à la présidentielle s'est ouverte ce lundi sur fond d'indécision inédite des électeurs. À 13 jours du scrutin, la campagne prendra fin le 21 avril prochain à minuit avant le premier tour prévu le dimanche 23 avril. Herman Guivet. Des affiches de campagne placardées sur l'ensemble du territoire français. La campagne officielle du premier tour pour la course à l'élection présidentielle française a bel et bien commencé. À compter de ce jour, le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle l'égalité de la diffusion des commentaires, des déclarations et des écrits des candidats. Le temps de parole et d'antenne dans des conditions de programmation comparables, notamment les tranches horaires, doivent être strictement identiques pour tous. Les équipes des candidats pourront faire apposer des affiches électorales sur les panneaux mis en place par les mairies. L'opération est assurée par la seule entreprise accréditée pour le faire, l'entreprise France Affichage Plus. Une opération totalement prise en charge par l'État. Chaque candidat a droit à 2 affiches, la première en grand format, l'autre plus petite. Les affiches imprimées sur papier blanc sont interdites,
tout comme celles qui reprennent une combinaison des 3 couleurs, le bleu, le blanc et le rouge, sauf quand il s'agit du logo du parti. Les candidats n'ont pas le droit d'actualiser leur site de campagne la veille et le jour du scrutin. Ils sont même appelés à bloquer les discussions et les commentaires. Une précision du Conseil constitutionnel. La campagne officielle du premier tour de la présidentielle française court du 10 avril à minuit jusqu'au 21 avril à la même heure. Côté marketing politique, chaque candidat présente son meilleur profil et sa signature la plus expressive, chacun ses mots, pour provoquer le déclic chez les électeurs. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci à ceux qui nous ont suivis à travers le monde. On se quitte avec ces images des coulisses de ce nouveau décor.